Alors il est question du rejet de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques pour les années 2023 à 2027. On va tout de suite planter le décor. Ces lois de programmation ont été créées, vous le savez, avec la révision constitutionnelle de juillet 2008. 4 ans plus tard, on a une loi organique en date du 17 décembre 2012 qui vient un petit peu corser le cadre juridique avec donc ici un fondement organique. Et dernièrement, c'est la loi organique du 28 décembre 2021 qui va reprendre une bonne partie des dispositions contenues dans ce texte organique de 2012 et reprendre notamment les dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et aux lois de programmation en les modifiant pour certaines d'entre elles de manière plus ou moins importante. Alors on le sait également, très rapidement, ce véhicule législatif a interrogé au point de se poser la question lors de la tentative de réforme de 2011 de transformer ces lois de programmation en des lois cadres des finances publiques. Toujours pour planter ce décor, depuis leur création, vous le savez également, 5 lois de programmation se sont succédées. Les 3 premières avec un délai de vie quasiment identique, on peut dire à peu près 2 ans d'âge. Ça a d'abord été celle de février 2009, très rapidement qui a atteint ses limites, du fait effectivement du contexte de crise, la crise des subprimes qui était apparue en 2007, qui a atteint certains apogées en 2010, qui s'est transformée en une crise des dettes souveraines, à ce point tel que dès le mois de décembre 2010, on modifiait déjà la première loi de programmation. 2 ans plus tard, on est en décembre 2012, pour des raisons identiques, on modifie encore et de nouveau la loi de programmation. Elle durera là également 2 ans pour arriver à l'avant-dernière actuellement loi de programmation en date de décembre 2014, qui aura une durée de vie un petit peu plus longue, 3 ans et 1 mois. Et bien sûr, la dernière en date dont il est question, qui n'est désormais plus en vigueur puisqu'elle couvrait la période qui s'achevait avec l'année 2022 et qui là, pour le coup, a une durée de vie de 5 ans et 4 mois. Alors on le sait, ces différentes lois de programmation ont très rapidement été dépassées par les événements. J'ai évoqué la crise financière 2007, paroxysme en 2010, la crise sanitaire nécessairement, qui a eu un impact sur la dernière loi de programmation. Tout ceci a conduit finalement, en tout cas pour la dernière loi de programmation, le gouvernement à repousser l'échéance, à retarder finalement l'adoption d'une loi de programmation qui serait revenue sur les estimations prévues dans cette loi 2018-2022. Il faut donc attendre l'automne 2022 pour qu'un nouveau projet de loi de programmation soit déposé, et c'est là qu'apparaît le cœur de cette contribution, puisque ce texte a été rejeté. Alors les raisons en sont essentiellement politiques, les positions bien évidemment ne sont pas forcément les mêmes. Du point de vue de la gauche, un texte qui était trop d'austérité, du point de vue de la droite, un texte qui ne faisait pas suffisamment d'économie, un article 49 alinéa 3 inutilisable, en tout cas que le gouvernement pouvait difficilement se permettre d'utiliser, sauf à griller une cartouche alors qu'il était dans l'esprit d'une réforme des retraites. On ne savait pas encore tout à fait à ce moment-là que ça prendrait nécessairement la forme d'une loi de financement rectificative qui, là, bien évidemment, ouvrait le champ des possibles pour l'utilisation du 49 alinéa 3. Et finalement, un texte qui a été rejeté avec, bien évidemment, des interrogations qui vont accompagner le rejet de ce texte. Alors, bien évidemment, le rejet de cette loi de programmation n'est pas comparable au rejet d'une loi de règlement. Christophe Pierucci l'a très bien signalé dans sa contribution. Il est nécessaire qu'un vote ait lieu sur la loi de règlement pour que la procédure budgétaire puisse s'enclencher à l'automne suivant. Là, pour le coup, s'agissant des lois de programmation pluriannuelles, il n'y a véritablement aucune obligation. Le texte, il n'y a pas d'obligation de le déposer. Différents scénarios peuvent s'envisager avec les mêmes incidences politiques, que le texte ne soit pas déposé, que le texte n'aille pas jusqu'au bout de la procédure ou que le texte soit rejeté. Les conséquences semblent quasiment toujours les mêmes, à savoir des incidences politiques. Dernier point dans ce décor planté, on va se rappeler également que les lois de programmation se définissent par leur contenu, comme on le fait pour une loi de finances, comme on le fait pour une loi de financement de la sécurité sociale. On distingue des domaines obligatoires, exclusifs et partagés. Et c'est un élément important parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que les lois de programmation
n'ont pas de portée juridique, sauf que dans certaines de ces dispositions, il y a une portée juridique. C'est notamment le cas pour les dispositions contenues dans cette troisième partie, notamment le contenu partagé. On y trouve notamment des dispositions destinées à l'information du Parlement. On y trouve, si on s'attarde sur la dernière loi de programmation qui s'achevait avec l'année 2022, notamment les dispositions encadrant les contrats de Cahors. Alors, bien évidemment, on le comprend ici, sur la relativité de la portée de ces lois, il faut nuancer le propos, et bien évidemment, ce ne sont que, finalement, les dispositions programmatiques qui posent réellement problème et qui interrogent ici. Alors tout d'abord sur cette normativité limitée des lois de programmation. Les professeurs Baudu et Cabane l'ont signalé dans un récent article à paraître à la revue Gestion et finances publiques. Le péché originel, c'est leur expression, des lois de programmation, c'est leur faible portée juridique. Et c'est un fait. Si on peut considérer finalement que le verre était dans la pomme dès le départ, dès la création de ces lois de programmation, si l'on s'attarde bien évidemment sur le contenu programmatique de ces textes. Des lois qui sont rapidement dépassées par les événements, au point d'interroger même leur pertinence, et dépassées par les circonstances, des lois qui finalement sont remisées sans que le cours budgétaire n'en soit affecté. Alors de là à dire que ces lois de programmation sont inutiles, il n'y a qu'un pas que l'on peut assez facilement franchir, même si les propos qui nous reviennent parfois aux oreilles ne sont pas totalement similaires, on va dire. J'y reviendrai dans un instant. En tout cas, la France est en capacité de fonctionner sur la base d'une programmation obsolète. Elle l'a très bien démontré sur ces dernières années, avec effectivement la remise en cause du contenu programmatique des suites de la crise sanitaire, ne suscitant guère finalement de réaction, hormis le monde académique qui s'interroge aujourd'hui sur la portée de ce régime. Alors, quel que soit le scénario, le résultat est le même, qu'une loi de programmation soit dépassée par le contexte socio-économique ou qu'elle soit rejetée. Et là également, les professeurs Baudu et Cabane l'ont souligné dans leur article. Si je n'ai pas fait un bon teaser pour la lecture prochaine de leur article, je ne peux pas faire mieux. Je les cite. « Depuis que le projet de loi de programmation pour les années 2023-2027 a disparu de l'horizon parlementaire, force est de constater que la situation ne semble pas inquiéter outre mesure sur les bancs des assemblées parlementaires. La loi de programmation pluriannuelle ne paraît manquer à personne, interrogeant ainsi sur sa réelle utilité. » Alors, peut-on véritablement conclure à l'absence d'utilité? Tout dépend justement de ces échos dont je vous parlais à l'instant. Les difficultés potentiellement pourraient peut-être venir d'ailleurs, et elles pourraient peut-être venir de l'Europe. C'est notamment le propos qui a été ceux du premier président Pierre Moscovici, qui a notamment évoqué à ce propos une France qui aurait fonctionné sans trapèze, qui aurait fait du trapèze sans filet en fait. La difficulté, néanmoins, pourrait n'être que politique, avec l'évocation possible de la crédibilité de la France. C'est-à-dire qu'au-delà de la dimension politique, au-delà de l'absence de portée juridique de ces dispositions, la question est bien celle, au niveau européen, de la crédibilité de la France. Et l'appel est pressant à l'égard de la France pour qu'elle adopte sa loi de programmation. Dans son dernier avis, en date du 25 avril dernier, le Haut Conseil des finances publiques, qui était amené à se prononcer sur les prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2023 à 2027, a conclu en pressant le gouvernement français à l'adoption de cette loi de programmation. Si on écoute également d'autres propos, on pourrait s'attarder sur les propos alarmistes du ministre en charge des comptes publics, qui avait présenté cette obligation quasiment pour le Parlement d'adopter ce texte, faisant craindre la menace que certains fonds européens ne seraient pas versés si cette loi de programmation n'était pas adoptée. Il avait évoqué un retard, un délai, voire une amputation des fonds européens. Alors peut-on considérer que cette loi de programmation est indispensable pour le versement de ces fonds ? Je vais d'abord revenir sur le problème de crédibilité. Certes, l'absence d'adoption de cette loi de programmation renvoie à une question de crédibilité au niveau du positionnement de la France parmi, ou en tout cas au sein des instances européennes.
Alors j'ai envie de dire soit, un problème de crédibilité, mais j'ai presque envie de dire pas plus que d'habitude. La France a toujours été un mauvais élève dans la discipline budgétaire européenne. Et on voit que finalement, le poids politique de la France lui a toujours permis d'éviter la sanction disciplinaire européenne. Et au final, la question du rétablissement de la situation budgétaire de la France a sans cesse été reportée, bien évidemment confrontée aux événements, les crises financières 2007, 2010, la crise sanitaire, mais en définitive en bénéficiant, en profitant presque des circonstances pour éviter finalement courroux européen. Alors en réalité, ce n'est pas l'absence de loi de programmation qui pose problème, c'est la méfiance des instances européennes possiblement à l'égard de la France. Et là, je vais citer le porte-parole de la Commission européenne, Verl Nuits, qui justement interrogé sur est-ce que cela risque de poser problème pour la France que la loi de programmation ne soit pas adoptée. Sa réponse, je le cite, « Comme pour tout État membre, la Commission surveille la mise en œuvre des plans de redressement et de résilience et n'évaluera la réalisation satisfaisante des étapes que lorsque l'État membre concerné aura présenté la demande de paiement correspondante. Il est donc possible de justifier de trajectoire budgétaire autrement qu'au moyen d'une loi de programmation. » Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien, en fait, un nouvel argument aurait pu être évoqué pour accompagner notamment l'examen du projet de loi de finances pour 2023, et ce, à la lumière du contenu des modifications apportées par le texte organique du 28 décembre 2021. La question posée est celle très clairement de la constitutionnalité de la loi de finances pour 2023, je vous explique. La question est apparue avec le texte du 28 décembre 2021. Je vous l'ai dit, il a repris pour une bonne partie, avec quelques modifications, les dispositions contenues dans le texte organique de 2012, concernant notamment le Haut Conseil des finances publiques et les lois de programmation pluriannuelles. Ce qui m'intéresse, ce sont les dispositions de l'article 1er H. Je vais vous le résumer très brièvement. Il est question de l'article liminaire de la loi de finances de l'année, et il est clairement indiqué dans les dernières révisions dispositions organiques que l'article liminaire de la loi de finances de l'année doit rappeler les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur. Si on reprend les dispositions similaires contenues dans la loi organique de 2012, c'était l'article 7 qu'il fallait avoir sous les yeux, et dans cet article 7, il est évoqué, cet article liminaire, dans le contenu de la loi de finances pour 2023, mais à aucun moment on ne vient lier le contenu de cet article liminaire avec la loi de programmation. La loi de programmation était peut-être sous-entendue, mais en tout cas, elle n'était pas clairement identifiée. Là, la nouveauté, avec le texte de décembre 2021, c'est que clairement, on a fait référence à cette loi de programmation. Alors la question a été soulevée devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, à un moment donné, a été amené à apporter les réponses. Je vous invite, parce que je ne vais pas dérouler tout le considérant, il est assez riche, mais en tout cas, je vais vous apporter la conclusion immédiate. Le Conseil constitutionnel vient très clairement nous dire que les dispositions de l'article 1H ont pour objet d'améliorer l'information du Parlement et ne font pas obstacle à l'examen des projets de loi de finances de l'année dans les conditions fixées par l'article 47 de la Constitution. Circuler, rien à voir. Le Conseil constitutionnel a ainsi vidé de sa substance le contenu de ces dispositions issues de la réforme de décembre 2021. En réalité, cet épisode ne fait que confirmer une chose, c'est que les précédents constitutionnels ont systématiquement assuré la primauté des lois de finances sur les lois de programmation pluriannuelles. La chose était, j'ai envie de dire, entendue presque dès le départ. Dès le départ, on avait bien compris que les lois de programmation n'auraient finalement pas d'incidence sur l'adoption de la loi de finances et ne sauraient lier ni le gouvernement ni le Parlement. Alors, la question a pu être ravivée, elle l'a été notamment au moment de l'adoption du TSCG, notamment avec l'introduction de cette règle d'or et du mécanisme européen de correction, notamment au travers de l'alternative qui était à disposition des États membres. Ils pouvaient introduire cette règle d'or, ce mécanisme, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, sous-entendu de préférence constitutionnelle, mais nous, ce n'est pas le choix que nous avons fait,
ou au moyen de dispositions dont le plein respect, là je cite le texte, dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Le Conseil constitutionnel est intervenu le 9 août 2012, il a rendu une décision à ce niveau-là et il a eu à se prononcer sur la portée de l'alternative. Et l'interprétation qui en a été faite, ça a été de vider de sa substance ce contenu-là et de considérer que parce qu'il y avait une alternative, eh bien on pouvait faire soit l'un, soit l'autre. Et donc de renvoyer au deuxième verset, finalement, au deuxième membre de cette alternative. Alors, est-ce que ça solutionne tout? La question de la conformité au TSCG subsiste, et notamment à la lumière d'un rapport qui a été remis par la Commission quelques années plus tard, nous sommes le 22 février 2017, c'est le professeur Poteau qui le cite notamment dans l'une de ses contributions, et dans ce rapport, la Commission européenne vient nous dire que les mesures imposant l'équilibre budgétaire doivent non seulement être contraignantes et permanentes, mais aussi être conçues de manière à limiter effectivement la liberté des autorités budgétaires lors de l'adoption des budgets annuels. Alors j'ai envie presque de dire que là, voilà, c'est presque un autre sujet. Je vais peut-être revenir directement sur le cas franco-français, on va dire, mais en tout cas on voit bien qu'il y a des nuances qui n'arrivent pas forcément jusqu'au niveau national. Et en définitive, ce qu'il convient de retenir, c'est que le Conseil constitutionnel a confirmé, chaque fois que l'occasion lui en a été donnée, que le législateur peut modifier, comme bon lui semble, une loi de programmation, la modifier ou lui en substituer une nouvelle, laissant clairement deviner qu'en cas de contrariété entre une loi de programmation et une loi de finances, cette dernière primait sur la première. Je vous signale juste que par ricochet, ces reprogrammations, elles ont également pour effet d'empêcher le déclenchement du mécanisme de correction automatique prévu par le TSCG. Finalement, ça tombe bien. Le gouvernement a donc, on peut le considérer, joué un double jeu, aidé en cela par le Conseil constitutionnel. Double jeu pourquoi? Parce qu'il a brouillé la perception que l'on pouvait avoir de ces lois de programmation. Du point de vue du Parlement, en indiquant au Parlement qu'il y avait un risque de censure possible si, c'est ce qui a été clairement indiqué pour l'adoption de la loi de programmation, risque de censure de la loi de finances si la loi de programmation n'était pas adoptée. Finalement, le Conseil constitutionnel est venu dire non. Des propos alarmistes également du ministre, puisque le ministre a laissé craindre les conséquences de la non-adoption de cette loi de programmation. Le brouillard a également été entretenu au niveau des instances européennes quant à la portée notamment des avis du Haut Conseil des finances publiques. Un brouillard qui s'est un peu dissipé puisqu'il a été confirmé que l'avis négatif émis par le Haut Conseil des finances publiques, et là je parle de l'avis concernant la loi de finances pour 2017, n'a aucune incidence sur la position du Conseil constitutionnel. Alors je rejoins effectivement ici le propos, la conclusion du professeur Poteau dans sa réflexion, lorsqu'il se demande si les lois de programmation ne sont pas le produit d'un nouveau jeu de dupes. Au-delà, et alors qu'il apparaît clairement qu'une loi de programmation n'a finalement que peu d'intérêt d'un point de vue juridique, se pose la question de la pertinence d'un dispositif législatif plus contraignant. Y a-t-il un intérêt à avoir une loi de programmation? Au-delà, y a-t-il un intérêt à avoir une loi de programmation qui prendrait les allures d'une loi cadre? Ce sera la fin de mon propos. Alors tout d'abord sur la programmation. On a vu qu'en dépit des propos alarmistes du ministre, il faut rappeler que ce qui s'impose aux États membres, c'est l'élaboration du programme de stabilité budgétaire, qui détermine les orientations et objectifs pluriannuels. Ce programme est indépendant de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Les lois de programmation sont finalement le produit d'une incorporation à minima de la règle d'équilibre posée par le TSCG. Et il suffit pour s'en convaincre de faire un petit tour d'Europe. Si on s'arrête en Belgique, il n'y a pas de programmation comparable à nos lois de programmation. En Belgique, il y a une juxtaposition du programme de stabilité et d'accords de coopération, les accords de coopération étant signés entre l'État fédéral et les entités fédérées. Dans ces accords de coopération, on y trouve notamment la répartition
finalement des responsabilités lorsque peuvent être identifiés des risques de méconnaissance des normes de stabilité contenues dans le programme de stabilité. Ces différents instruments sont présentés en Belgique comme ayant essentiellement une incidence politique. La seule incidence juridique que l'on peut envisager, c'est concernant l'accord de coopération qui peut être invoqué à l'occasion d'un recours juridictionnel parce qu'il y aurait une méconnaissance du contenu de cet accord de coopération. On se déplace en Espagne. En Espagne, sont adoptés des plans budgétaires qui couvrent une période de 3 années. Ce sont ces plans qui ont vocation à encadrer la préparation des budgets annuels de l'État et à établir une programmation cohérente avec le programme de stabilité budgétaire. S'il est prévu que les budgets de l'État soient adaptés au scénario budgétaire, il faut relever qu'un plan budgétaire est établi chaque année. En réalité, c'est une programmation glissante sur 3 années, avec un plan budgétaire adopté chaque année et qui donc permet très clairement à l'Espagne d'adapter le contenu annuel à cette perspective pluriannuelle. Si on va au-delà des frontières européennes, j'ai eu envie d'étudier un petit peu un système comparable au modèle français en Côte d'Ivoire pour étudier finalement l'apport de leur dernière loi organique relative aux lois de finances qui date, elle, de 2014. Dans cette loi organique, en Côte d'Ivoire, il est prévu une programmation glissante sous le format de document de programmation budgétaire. Mais très clairement, l'article 55 de la LOLF ivoirienne vient indiquer que ces documents ne sont présentés que sous voie informative et ne sont qu'à titre indicatif. Alors, en réalité, on l'aura compris, ces lois n'ont pas de portée contraignante, car il serait difficile de leur en accorder une. L'histoire récente montre bien la difficulté de l'exercice entre la crise financière de 2007, 2010, la crise sanitaire de 2020. La programmation budgétaire a finalement été soumise à rude épreuve. Il faudrait en réalité imaginer un dispositif dans lequel il soit possible de prendre en considération ces circonstances exceptionnelles. Certains l'ont proposé, c'est François Écaille qui propose de confier au Haut Conseil des finances publiques une compétence pour prononcer la suspension de l'application des lois de programmation. Alors gardons également à l'esprit que même si elles avaient un caractère contraignant, ces lois pourraient toujours être modifiées. Et donc, en définitive, elles ne résoudraient pas le problème. Une autre solution a été rappelée par Alexandre Guigues à l'occasion du récent séminaire de la Société française de finances publiques, c'était le 28 avril dernier. Il a évoqué la possibilité, déjà vue par ailleurs, de confier au Haut Conseil des finances publiques le soin de produire des prévisions économiques et financières, comme le font déjà d'ailleurs d'autres institutions budgétaires indépendantes. Il évoque, pour ce qui concerne, le cas du Royaume-Uni, mais c'est également le cas aux Pays-Bas, c'est également le cas en Belgique ou en Espagne. Alors oui, cela conforterait les avis émis par le Haut Conseil des finances publiques, cela donnerait probablement au Conseil constitutionnel les moyens de contrôler réellement les lois financières. Ce faisant, et comme a pu l'indiquer Alexandre Guigues, cela allégerait probablement la pression sur le Conseil constitutionnel et cela éviterait surtout le débat sur des lois de programmation potentiellement contraignantes. Alors, on l'aura compris, indéniablement, des marges de progrès existent, sans même imaginer donner à ces lois un caractère contraignant. Il est possible d'imaginer un schéma différent dans lequel ces lois de programmation ne se résumeraient pas à une coquille vide. Je vous remercie. Merci, chère Stéphanie. C'est très bien, d'autant plus que tu as fait une synthèse de toute la doctrine. Et vraiment, on a eu le sentiment d'être encore plus nombreux ce matin. C'est absolument remarquable. Des questions sur cette problématique des lois de programmation. Cindy Aigle, doctorante à Paris 1. Vous avez évoqué la non-conséquence
du rejet de la loi de programmation financière sur les lois de finances, les projets de loi de finances. En revanche, vous n'avez pas évoqué les conséquences sur les projets de loi les projets de loi de programmation des finances sectorielles. Le Haut Conseil des finances publiques est dans l'incapacité de se prononcer sur les projets de loi de financement sectoriel, compte tenu de l'absence d'une loi de programmation des finances publiques. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un effet boule de neige quelque part sur la qualité de la programmation en matière de finances publiques dans des domaines pour lesquels la programmation pluriannuelle est particulièrement importante, notamment les ministères qui ont un pourcentage important d'investissement, et notamment pour la loi de programmation militaire. Est-ce qu'on ne va pas assister quelque part à une dégradation de la bonne gouvernance des finances publiques qui nécessite forcément une approche pluriannuelle? Alors, le temps étant contraint, c'est vrai que je n'ai pas fait de digression sur les lois de programmation sectorielle. Vous en trouverez quelques éléments dans une des notes de bas de page de la contribution. J'ai envie de dire qu'on peut trouver différentes interprétations possibles, on peut essayer de trouver différentes justifications, mais le résultat est finalement le même pour les lois de programmation des finances publiques comme pour les lois sectorielles. Une loi de programmation sectorielle peut être remise en cause à l'occasion d'une loi de finances. L'exemple que je cite ici dans cette note de bas de page, c'est la loi de programmation militaire du 13 juillet 2018, qui avait notamment prévu un financement interministériel des opérations extérieures et qui a été remise en cause par une loi de finances rectificative. Donc j'ai envie de dire, même cause, même effet. Les lois de programmation sectorielle n'ont pas plus d'incidence. Elles dépendent très probablement des lois de programmation, mais comme les lois de programmation pluriannuelles des finances publiques dépendent elles-mêmes des lois de finances, finalement tout est lié. Donc j'ai envie de dire que les difficultés intrinsèques de la loi de programmation pluriannuelle se retrouvent nécessairement sur la loi de programmation ministérielle ou sectorielle, peu importe, thématique. C'est insoluble. Je voudrais simplement compléter la chose en disant qu'il serait peut-être temps qu'en matière de loi de programmation sectorielle, qui existe depuis fort longtemps, il y ait enfin une loi organique qui en organise un petit peu la structure. Parce que quand on voit les lois de programmation militaire, ou quand on voit encore plus loi de programmation du ministère de l'Intérieur, déjà il y a une petite incohérence, mais enfin je passe dessus, mais quand on voit en fait le contenu de ces lois de programmation, on se rend compte qu'en fait les débats à caractère budgétaire ou autres qu'il pourrait y avoir au regard de l'importance que ça a, sont noyés dans des considérations absolument fourre-tout, qui n'ont strictement plus rien à voir, qui vont d'ailleurs devant le Conseil constitutionnel, et globalement, on fait perdre de vue complètement la portée d'une loi de programmation militaire ou autre, et qui pourtant, je dirais, eh bien, a des impacts là aussi tout à fait essentiels au regard des finances publiques. Et donc, précisément, là encore, engagement hors bilan que j'évoquais tout à l'heure, on est en plein dedans. Antoinette, tu voulais réagir? J'y reviendrai tout à l'heure et sur des aspects complémentaires sur les lois de programmation sectorielle. Je pense qu'en fait, effectivement, d'un point de vue juridique, on est tous d'accord, la portée est inefficiente sur le volet de programmation budgétaire et financière. Par contre, elle me paraît extrêmement importante d'un point de vue politique. Et de ce point de vue-ci, elle joue un effet véritable. Pendant plusieurs années, j'ai suivi la programmation budgétaire annuelle de la justice pénale. Et dans le débat parlementaire, le rôle de la loi de programmation sur la justice était extrêmement présent. On ne peut pas en dire autant de tous les textes financiers et de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Et de ce point de vue-ci, il était constamment rappelé aux gardes des Sceaux successifs des écarts avec la loi de programmation. Et donc, c'est un indicateur de programmation politique du budget. Donc, l'effet n'est pas juridique, mais il est politique et il est effectif.
de ce point de vue-ci, d'un point de vue politique. Donc, ça me paraît quand même important aussi de le souligner. Et pour avoir entendu notre Première ministre récemment sur les questions justement d'arbitrage budgétaire à venir pour la loi de finances pour 2024, elle soulignait dans un propos qui est paru dans la presse cette semaine qu'elle entendait bien que la mise sous contrainte dans la lettre de cadrage de tous les ministères de 5% justifie que certains ministères puissent dire qu'effectivement ils étaient prioritaires, ils allaient pouvoir échapper. Et elle tient un propos, je ne l'ai plus exactement dans le texte, mais dans l'esprit, qui consiste à dire si tous les ministres qui ont bénéficié récemment de loi de programmation sont exemptés de cet effort, on ne va pas y arriver. Évidemment, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'était prononcé en disant évidemment, j'échapperai. Donc il y a un rôle politique très fort qui doit être analysé. Alors on est moins dans notre champ, nous en tant que juristes, mais néanmoins quand on observe les débats, on voit qu'il y a une portée très forte de ce point de vue-ci. Et sans parler des logiques locales. Tu évoquais à juste titre, alors là je reviens sur les lois de programmation des finances publiques, mais quelque part dans les influences, je dirais l'importance des lois de programmation des finances publiques, les enjeux à la fois des contrats de Cahors dans l'ancienne loi de programmation et celle qui est encore en suspens est assez considérable quant à la dimension politique, là pour le coup, de la relation entre précisément l'État central et les échelons décentralisés. C'est une dimension qui, quelque part aussi, dans les logiques qui ont fait qu'on n'a pas adopté le texte, il y a eu aussi cette dimension qui a fait qu'on en a parlé d'ailleurs. Le fait qu'on renouvelait sous une autre forme et sous une forme encore plus compliquée que celle existant, les contrats de Cahors, a quelque part fait parler de la loi et a contribué, enfin du projet de loi, et a contribué aussi à ce qu'elles ne soient pas adoptées, encore une fois. Parce que là, il y avait une méfiance il y a une méfiance qui s'est instaurée quant à un outil de gestion, en définitive, qui a des effets non seulement politiques, mais des effets juridiques, parce que quelque part, les contrats de Cahors ont eu des effets juridiques, on l'a bien vu, et quelque part, cet outil de gestion, alors quand tu évoques la Belgique, c'est tout à fait intéressant, parce que quelque part, on voit bien que ça peut être aussi une façon d'organiser les relations financières entre niveau central et niveau décentralisé, sur le plan politique, mais au-delà, sur le plan, je dirais presque coercitif. C'est juste une remarque, en fait, pour dire que, et je rejoins ce que disait Antoinette Hastings à l'instant sur la dimension politique, le fait qu'il n'y ait pas eu d'adoption de la loi de programmation des finances publiques revient paradoxalement à renforcer le projet du gouvernement, puisque le Haut Conseil des finances publiques opère son travail sur la base du projet. Et j'ai regardé dans l'article liminaire de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, c'est le projet de loi de financement de loi de programmation des finances publiques qui est rappelé dans la colonne qui est en principe censée être la colonne des dispositions adoptées en loi de programmation. Et par exemple, en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat, les trajectoires avaient été modifiées. Or, ces modifications opérées par le parlementaire sont passées complètement aux oubliettes puisque le Haut Conseil et l'article liminaire désormais des lois qui vont intervenir en cours d'année n'y fera absolument pas référence. Alors c'est exactement. Alors en fait, quand on compare les deux décisions du Conseil constitutionnel, alors celle concernant la loi de finances pour 2023, mais tu as raison, c'est exactement la même chose pour la loi de financement rectificative qui, elle, contient également un article liminaire, sauf que la question ayant été posée à l'occasion de la décision concernant la loi de finances pour 2023, les parlementaires ayant été retoqués, ils n'ont pas récidivé. Lorsque la loi de financement rectificative a été transmise au Conseil constitutionnel, la question n'est même plus posée de la conformité à la Constitution au vu effectivement des dispositions contenues dans la réforme du 28 décembre 2021. Donc tu le verras aussi dans le papier, mais je l'ai passé sous silence à l'oral. Il y a une solution que beaucoup n'envisagent pas, c'est la suppression peut-être de l'annualité budgétaire. Pourquoi je pose cette question ? Même si on renforçait l'effectivité, le degré de contrainte des lois de programmation des finances publiques, on sait tous que
le Conseil constitutionnel est un peu emprunt dans ses décisions d'un certain conséquentialisme. C'est-à-dire que même si on accordait une certaine contrainte aux lois de programmation des finances publiques, il pourrait arriver de temps à autre que le Conseil constitutionnel ne décide pas de censurer une loi de finances qui serait peut-être, qui dépasserait par exemple les limites posées par une loi de programmation des finances publiques. Donc dans ce cas, la seule solution qui me semble personnellement à même de permettre justement une véritable effectivité des lois de programmation des finances publiques, c'est la suppression de l'annualité budgétaire. Et dans ce cas, ça permettrait justement une autre conséquence, de déplacer le contrôle du Parlement, notamment avec une perspective de revaloriser les lois de règlement, auquel cas, dans ce cas, le contrôle du Parlement va plutôt se déplacer sur l'exécution par rapport aux décisions financières.